Tanguay électronique, en première ligne. Ici Marie-Ève Croteau, athlète de haut niveau en paracyclisme. Bienvenue à l'Esprit sportif. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'Esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi, ici Carl Larouche. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, nous allons d'abord parler de paracyclisme. Nous avons rencontré Marie-Ève Croteau, qui est de retour des récents championnats du monde qui avaient lieu en Caroline du Sud. Après une saison 2013 difficile en raison de blessures, elle a connu une saison 2014 au-delà de ses attentes. Marie-Ève Croteau, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Marie-Ève, c'est une saison qui s'est terminée il y a quelques semaines avec les championnats du monde à Greenville. Parlons justement de ce grand rendez-vous où ça s'est bien déroulé pour toi. Oui, en fait, championnat mondial, c'est l'objectif de l'année, en fait. Puis de mon côté, j'ai fini deuxième au contre-la-montre. On a vraiment bien performé. Même si j'ai fini deuxième, il y a quand même un écart entre la championne actuelle qui est Carol Cook, l'Australienne. L'écart, on a vraiment diminué par rapport à la dernière Coupe du monde. Fait que c'est un peu un objectif. Un petit peu justement de ces championnats du monde, c'est un gros événement qui avait lieu là-bas à Greenville. Tout à fait. C'est quand même gros parce qu'il y avait près de 400 athlètes, plus le personnel de toutes les équipes. Donc, je vous dirais quasiment que c'est quasiment plus gros que les Jeux paralympiques. Le pourquoi, puis c'est probablement la même chose au niveau olympique. Pourquoi? Parce que les mondiaux, ça permet, c'est la crème de la crème, si on peut dire, au niveau des athlètes. Il y a moins de contraintes au niveau d'apporter, mettons, d'amener avec eux les athlètes dans chaque catégorie. Donc, c'est ce qui fait, que les athlètes, le top 10, il est tout le temps là. Parlons de ta saison 2014, parce que la saison 2013 était oubliée, tu étais blessé, remise en forme au cours de cette saison-là. Tu es très satisfaite de ta saison au complet? Là, si on fait un petit peu un bilan? Oui, déjà, on partait de loin, comme je disais. L'objectif, la première, c'est un peu le comparatif à chaque année. On fait le défi sportif à Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve. Ça faisait quand même un an que j'avais pas roulé. Puis quand on a travaillé durant l'hiver, après la saison 2013, on a repris, on a reparti de la base, puis on a remonté l'échelle graduellement. Puis on a vraiment travaillé fort, beaucoup d'entraînement intense. Fait que je suis montée, on a travaillé beaucoup derrière moto, exemple. Fait que c'est pour monter la puissance, la vélocité, plus la vitesse. Ce qui fait qu'on a quand même atteint l'objectif qu'on voulait avoir à Greenville, mais on a coupé de moitié vraiment l'écart qui nous séparait. Fait que ça, c'est vraiment, personnellement, honnêtement, dans ma saison, je me suis auto-surprise. Tu as reconquéri plusieurs titres. Oui, tout à fait. Ça, c'était l'objectif. Écoute, je m'avais mis quand même des objectifs assez élevés, mais réalisable à la fois. Donc, j'ai remis la main sur... je suis championne québécoise, championne canadienne. J'ai également gagné championne des Coupes du monde et j'ai mis la troisième fois la main sur le globe de cristal. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Donc, des belles étapes. La dernière étape, évidemment, c'était de mettre le maillot rayé, donc championne mondiale, qui malheureusement n'a pas été réalisé cette année, mais logiquement, c'était envisageable. Oui, c'était espéré. C'était pas nécessairement irréaliste, mais il fallait vraiment travailler fort. C'est ce qu'on a fait. Puis l'année 2015, bien écoute, même chose. C'est de conserver les titres qu'on a actuellement. Puis c'est vraiment, est-ce qu'il est possible d'avoir le maillot? Je pense que oui, le maillot championne mondiale, c'est quelque chose qui peut être possible parce que là, on sait un peu, là, on connaît notre valeur, puis on sait ce qu'on a été capable de faire en une année. Donc, c'est sûr qu'elle, de son côté, elle va progresser également. Sauf que je me dis, tu sais, c'est réaliste de lui mettre la main sur les maillots. Donc, c'est vraiment... Puis l'année prochaine, les mondiaux sont en Suisse. Tu sens toujours passionné par ton sport? Ah, tout à fait. Écoute, je suis comme un poisson dans l'eau. Écoute, là, pas de blessure. C'est comme ça fait plaisir, ça fait le fun. C'est le fun de ne pas être bloqué, être empêché par une blessure ou quelconque. Donc, non, je suis vraiment... Puis, comme je vous dis, poisson dans l'eau. J'adore ce que je fais, je voyage. J'ai mon employeur qui me soutient énormément, qui est le Pavois. J'ai des commanditaires également qui me supportent. Je suis bien entourée, je suis bien encadrée. Sincèrement, je suis choyée. Là. Fait que je peux pas demander mieux que ça. Là. Fait que... Parlons maintenant patinage, mais sur glace. De plus en plus d'équipes de la LNH font appel à d'anciens champions de patinage artistique pour donner un coup de main à leurs joueurs de hockey. Stéphane Turcot.
Pretty good for the Canadian champions, Jamie Salé, David Pelletier. Champion olympique en 2002, David Pelletier ne s'était jamais fait de plan de carrière. Je ne vais jamais devenir patineur artistique, alors j'ai arrêté de me poser des questions. Eh bien, aujourd'hui, il est entraîneur de patin chez les Oilers d'Edmonton et il a vite identifié les carences des joueurs de hockey. Ce que j'ai réalisé, c'est que plusieurs n'ont pas une compréhension de leur corps ou une efficacité dans les espaces restreints, que ce soit de l'agilité ou être capable de changer de direction rapidement. N'empêche, il considère tous les joueurs de hockey de la Ligue nationale comme d'excellents patineurs, mais certains mieux que d'autres. Il y en a plusieurs. Phil Kessel est excellent, évidemment, Crosby, Taylor Hall, Martin Saint-Louis est écœurant également. Mais un bon patineur ne fait pas de toi un bon joueur de hockey, mais tous les bons joueurs de hockey sont des bons patineurs. Que David Pelletier est probablement l'un des meilleurs patineurs artistiques qu'on a eu au monde. Alors, je suis certain qu'il y a quelque chose que les gens vont pouvoir ou les joueurs vont pouvoir apprendre de lui. Benoît Lavoie est le président sortant de Patinage Canada. Pour lui, le patinage artistique peut toujours servir au hockey. D'ailleurs, il confirme que d'ici 1 an, Hockey Canada et Patinage Canada vont s'associer afin d'offrir le meilleur enseignement possible de patin à tous les jeunes joueurs de hockey du pays. Hockey Canada cherchait à développer un programme de base à même leur technique, en tout cas leur regroupement à eux. Puis ils nous ont approchés, on a regardé ensemble qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis nous, on a un programme qui s'appelle Patinage Plus. Mais David Pelletier prévient qu'il s'ajoute seulement à un personnel déjà nombreux d'entraîneurs chez les Oilers. Je suis une ressource comme une autre et puis il ne faudra pas quand même penser à planifier une parade de la Coupe Stanley ici. On a quand même beaucoup d'ouvrages à faire. Mais il peut en rêver. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, un autre défi en course à pied. Il est beau, mon bateau, hein? On revient dans 3 minutes 30. Hier, nous vous présentions les frères Bégin qui traverseront bientôt le désert de l'Atacama. Aujourd'hui, Jonathan Fournier nous présente un autre coureur qui réalisera bientôt tout un défi. Un athlète de course à pied de Québec s'était lancé le défi l'année dernière de parcourir la distance entre Québec et Montréal à la course. Défi relevé, 41 heures pour parcourir 246 km. Cette année, il relève le défi d'un cran, parcourra la distance entre Gaspé et Montréal. 1000 km. En 10 jours, j'ai rencontré Sylvain Burguet. L'année passée, à peu près dans ces mêmes dates, on est parti de Montréal pour rallier finalement Québec. Puis l'objectif, c'était de le rallier le plus vite possible. Finalement, ça s'est fait en 41 heures précisément pour 246 km. Là, le format de la course, c'était donc de le rallier le plus vite possible. Donc évidemment, ça impose qu'il n'y a pas beaucoup de temps de pause. Je pense qu'au total, j'ai dû me reposer 2 heures cumulées. Cette année, le format est complètement différent. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais courir 100 km par jour. Et puis même si je peux plus le décortiquer encore, ce serait 10 fois 10 km dans une même journée. Ce qui impose finalement un petit temps de repos entre chaque 10 km. On va observer peut-être une dizaine de minutes. L'idée, c'est de la gestion des inflammations tout au long du défi. Donc pendant le sommeil, à partir du moment où j'arrête de courir, il y a tout un protocole et toute une équipe qui va prendre le relais pour être capable de calmer les inflammations, pour être capable de s'étirer, passer un petit peu sur le vélo stationnaire pour récupérer musculairement, se faire masser, bien manger, bien s'alimenter, puis naturellement dormir. Quel type de préparation physique on a besoin pour un défi de cette envergure-là? En fait, il faut savoir que d'abord, tu as besoin d'un bon volume de course. Si tu veux t'enligner pour un 1000 km en 10 jours, à peu près 100 km par jour, c'est beaucoup de volume. Mais c'est surtout une préparation par ce qu'on appelle des week-end shocks, c'est-à-dire qu'une fois par mois, on va faire des séances où justement on va aller toucher aux 100 km, savoir comment notre corps répond, tester le matériel et ainsi de suite, et non pas juste s'entraîner de façon récurrente une dizaine de kilomètres par jour quand on sait qu'on s'enligne sur 100 km à chaque jour. Il faut savoir qu'une journée comme de 100 km, on va la faire à peu près, vu qu'il y a pas mal de temps de repos, on va courir ça autour de 14-15 heures. En tout temps, il y aura toujours une personne avec moi, que ce soit des amis, des collègues de travail qui vont me suivre au quotidien. Et en tout temps, sur l'ensemble du parcours, j'aurai toujours quelqu'un avec moi.
autant dans un objectif de prévention des blessures, comme d'augmenter sa tolérance mécanique, son corps, en fin de compte, à l'activité qu'il va y avoir. De faire des activités en salle d'entraînement, c'est une très bonne chose. Augmenter sa force, sa tolérance pour que ça se transmette aussi dans notre dynamique de course. Entre Gaspé et Montréal, vous allez traverser plusieurs villes et vous invitez les gens à aller courir avec vous, c'est bien ça? Oui, en fin de compte, Sylvain part de Gaspé et va arrêter dans quelques villes principales, Rimouski, Rivière-du-Loup, Québec, Trois-Rivières et Montréal, pour courir des 10 km avec le public. Donc, on invite tout le monde à aller courir avec lui. Et l'ensemble des fonds qu'il va ramasser dans ces villes-là en faisant ces 10 km vont aller à l'organisme L'Aube et Rivière. Donc, moi, je pense que c'est une belle chose. J'ai une cause aussi qui me tient à cœur, qui me motive aussi encore plus. Et donc, on a ficelé un peu ce défi de cette manière-là. Donc, le défi 20 marathons en 10 jours, on se sent prêt physiquement? On se sent vraiment prêt physiquement. Puis j'ai hâte juste d'être sur l'asphalte. Et puis, je pense que j'ai vu des commentaires Facebook, mais à faire brûler un peu les chaussures. On va te souhaiter une belle course. Merci beaucoup. C'est vendredi soir au Colisée Pepsi que Patrick Roy et l'Avalanche du Colorado débarquent à Québec pour disputer un match pré-saison face aux Canadiens de Montréal. Plusieurs joueurs réguliers, dont Daniel Brière et Nathan McKinnon, seront en uniforme. On est très excités. Les joueurs sont très heureux de faire ce voyage-là. Les joueurs aiment ça venir jouer là, à Montréal et à Québec. Alors, ça va être une belle expérience pour nos joueurs. Fin de remise, passe entre les deux receveurs. Interception! Au football, le Rouge et Or sera l'autre samedi des Redmonds. Si l'équipe lavalloise brille depuis le début de la saison avec 3 victoires convaincantes d'affilée, ce n'est pas le cas pour McGill, toujours à la recherche d'un premier gain. Pour l'entraîneur-chef Glenn Constantin, ses joueurs connaissent bien l'attitude à adopter face à une formation moins puissante. Je ne dirais pas qu'une équipe est extraordinaire ou est médiocre ou quoi que ce soit. On est conscient que ce n'est pas la plus grosse opposition qu'on va avoir, mais la réalité, c'est qu'on a des choses à travailler. Puis ça, encore une fois, c'est le message qu'on veut marteler à nos joueurs. On veut leur faire comprendre qu'on veut jouer à notre standard, à nos attentes. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez nous faire parvenir vos idées de reportage. C'est facile, vous nous écrivez à l'espritsportif@tva.ca. Bye bye, à demain!